Oui, Laurent Gbagbo est surtout connu pour sa lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny a quand même été un régime de parti unique. Et c'est Laurent Gbagbo, à travers la lutte syndicale, avec ses camarades bien sûr, à travers la lutte syndicale, à travers la lutte politique, qui a réussi à imposer le multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc c'est un combattant pour la démocratie. C'est également un socialiste et c'est un panafricaniste. Donc en Afrique de l'Ouest, il est connu pour ses positions socialistes, panafricanistes et pour son combat pour la démocratie. Parce qu'il y a beaucoup de pétitions qui ont circulé. Disons que moi j'ai signé toutes les pétitions qui étaient des appels pour une sortie pacifique à la crise ivoirienne. Ce sur quoi je m'engageais, c'était comment on allait éviter une guerre civile en Côte d'Ivoire uniquement à cause d'élections contestées. Donc toutes les pétitions, tous les appels visant à trouver une solution qui éviterait la guerre civile en Côte d'Ivoire, mais je m'engageais auprès de ces pétitionnaires-là. Oui, disons que ce qui m'a un peu surpris, c'est que avec tout le temps pris à la préparation de ces élections, toutes les organisations qui étaient impliquées dans la préparation et le déroulement de ces élections, toutes les procédures qui avaient été mises en place, toute la surveillance, j'ai trouvé que c'était les élections les mieux préparées et les mieux surveillées d'Afrique. D'autant plus que le premier tour s'est bien passé. Et on arrive au deuxième tour avec deux vainqueurs qui, tous les deux, l'un proclamé par la Cour constitutionnelle et l'autre désigné par la Commission électorale indépendante. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce qu'on était arrivé à ce blocage. Parce que normalement, avec tout l'argent qui avait été dépensé, tout le temps de la préparation, toutes les institutions impliquées, l'Union africaine, la francophonie, la CEDEAO, les Nations unies, la France, les États-Unis, etc., j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on était arrivé à ce blocage à la fin. Et c'est là où j'ai commencé à examiner en profondeur tout ce qui s'était passé depuis Marcoussis et qui avait trait aux élections. Et effectivement, j'ai constaté, à mon humble avis, 4 anomalies qui font que l'échec était programmé, en quelque sorte. Peut-être que ce n'était pas voulu, mais avec la succession de ces anomalies-là, on ne pouvait déboucher que sur un tel résultat. Le premier, c'est que les accords de Ouagadougou, surtout Ouagadougou 4, précisaient que les élections présidentielles se tiendraient 2 mois après le désarmement et le cantonnement des rebelles. En d'autres termes, les élections ne pouvaient avoir lieu que si l'État regagnait la pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire. Il est difficile de faire des élections dans des zones contrôlées par des rebelles en armes. Et on l'a vu au Pakistan, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak. Donc, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que cette clause n'avait pas été respectée et pourquoi on n'a pas demandé aux rebelles de désarmer avant les élections, comme ils s'y étaient engagés eux-mêmes lors de la signature des accords de Ouagadougou. Première anomalie. Parce que lorsque vous avez une zone qui n'est pas contrôlée par le gouvernement, il est possible, et c'est un fait avéré, qu'il y a des violences, qu'il y a des intimidations et que le vote ne soit pas, transparent. La deuxième anomalie qui m'a un peu surpris, c'est la composition de la commission électorale indépendante. Voilà une commission composée de 31 membres, et sur les 31 membres, 18 représentent les partis d'opposition, et le président de la commission est lui-même un ancien ministre du PDCI, membre de l'opposition. Et à cette opposition qui ne peut pas être impartiale, puisqu'elle représente des partis politiques,
on a demandé d'arriver à un résultat par consensus. Donc on les a mis dans une situation pratiquement de blocage si les résultats ne sont pas clairement en faveur d'un candidat ou d'un autre. Or, ils sont arrivés dans un mouchoir de poche et donc la réaction naturelle des membres de la commission, ça a été chacun de soutenir son camp. On ne peut pas être juge et parti. Et quand j'ai vu le président de la commission électorale indépendante aller proclamer les résultats provisoires de l'élection à l'hôtel où siégeait le président Ouattara, j'ai été encore plus perplexe. Surtout que les résultats qu'il a proclamés n'étaient pas des résultats qui avaient été collatés et qui avaient été rassemblés et acceptés par l'ensemble de la commission. La troisième anomalie, à mon avis, c'est ce que je dirais la précipitation du Conseil constitutionnel. Je sais bien que le règlement est clair, que la commission électorale avait un certain délai pour soumettre les résultats provisoires au Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel avait un certain délai pour finaliser et déclarer les résultats définitifs. Mais compte tenu des enjeux, compte tenu de la menace de guerre civile qui pesait sur le pays, j'ai estimé que le Conseil constitutionnel pourrait déroger peut-être et prendre un peu plus de temps pour enquêter en profondeur sur les requêtes soumises par le président Gbagbo, demander au président Alassane Ouattara de soumettre des requêtes parce qu'il ne les avait pas soumises, prendre le temps de l'enquête, s'il le faut, faire reprendre les élections dans les 7 départements où les élections avaient été entachées de violence, ou alors, comme la Constitution lui permet, annuler les élections et reprendre les élections 45 jours après. Donc il y avait différentes options. Bon, la Cour constitutionnelle a choisi l'option d'annuler les résultats dans 7 départements. Bon, ce n'est pas à moi de juger, mais peut-être que si, comme en Guinée, il avait pris le temps afin de permettre une consultation approfondie, peut-être qu'on ne serait pas arrivé là où on est arrivé à la fin. Et la quatrième anomalie, c'est la certification par le représentant du système des Nations Unies, M. Choi, qui, à mon avis, a outrepassé ses prérogatives. On lui demandait de certifier l'ensemble du processus, c'est-à-dire les listes électorales, l'accès aux médias, l'inclusivité, les résultats légitimes, etc. etc. Et lui, semble-t-il, il est venu avec ses propres résultats. Donc nous avons 3 résultats pour une élection alors qu'on aurait dû en avoir une seule. Donc c'était vraiment le blocage le plus total. Et dans des situations comme celle-là, il faut essayer de trouver une solution et surtout pas d'imposer par la force un candidat. Et j'ai pensé qu'il fallait laisser à l'Union africaine le soin de continuer sa médiation. L'Union africaine avait entamé une médiation qui allait bien sûr prendre du temps, mais dans des situations comme ça, il faut donner du temps au temps. Par ailleurs, il y avait plusieurs propositions sur la table. Le président Gbagbo avait proposé un recomptage des voix, comme ça s'est fait en Haïti. Il avait demandé un audit international de l'élection, ça lui a été refusé. Le président Ouattara avait proposé un gouvernement d'union nationale. Donc, les bases étaient là pour arriver à une solution négociée. Mais malheureusement, on a préféré la force. Oui, ça, je crois que c'est l'enjeu africain pour les décennies à venir. L'Afrique, semble-t-il, est le nouvel Eldorado qui attire les investisseurs, qui attire les grandes compagnies multinationales.
qui suscite l'intérêt des pays émergents, tels que la Chine, tels que le Brésil, mais qui est également le théâtre de violences tel qu'on le voit au nord du Nigeria, au Mali, en Somalie, etc. Et tout ça, c'est lié, parce que tout ça, c'est le mal développement. C'est l'exclusion, c'est la marginalité, c'est les inégalités sociales qui font le terreau et qui permettent ensuite à des démagogues inspirés par la religion ou par toute autre idéologie d'essayer de contrôler les territoires afin de rançonner les populations. Alors, l'Afrique va être confrontée à un choix, c'est-à-dire il va falloir qu'elle choisisse le projet de société qu'elle veut déployer. Il y a un projet qui a été élaboré pas par les Africains, je pense plutôt par les institutions financières internationales, qui insère l'Afrique dans un projet libéral, je dirais même néolibéral, mondialisé, où l'Afrique, dans cette division internationale du travail, va jouer le rôle de fournisseur de matières premières, d'exportateur, de consommateur d'emprunts directs internationaux, mais un rôle qui ne lui permettra pas de changer sa place dans la division internationale du travail. L'autre projet que beaucoup d'Africains, et j'en suis, veulent opposer à ce projet néolibéral, c'est une Afrique prospère, une Afrique juste, une Afrique qui pèse dans les relations internationales, une Afrique qui met en avant les besoins de ses populations, une Afrique qui compte sur ses propres forces, une Afrique qui marche vers l'unité et une Afrique qui a comme ambition une société solidaire, une société où l'égalité n'est pas sacrifiée à la liberté et une société qui fonde son développement sur la durabilité et le respect de l'environnement. Donc, il y a deux projets de société, même si ce n'est pas clair aujourd'hui dans les luttes nationales, mais c'est quelque chose qui se dessine sur la longue durée et les forces politiques commencent à s'organiser autour de ces deux alternatives. Et ce que j'ai lu, moi, en Côte d'Ivoire, c'est au-delà des clivages ethniques, au-delà du contentieux électoral, il y a au fond deux projets de société qui s'opposaient, incarnés d'un côté par Laurent Gbagbo avec une sensibilité panafricaniste socialiste, et de l'autre côté, le président Alassane Ouattara avec une sensibilité plutôt mondialiste et néolibérale. Oui, c'est-à-dire que les menaces d'intervention se précisaient. Venant de la CEDEAO, venant de la France, venant de certains pays voisins. Et pour moi, une telle intervention armée pour régler un simple contentieux électoral n'aurait fait qu'empirer les choses. Parce qu'une intervention armée, et on l'a vu dans des épisodes précédents, comme en Irak, etc., ne pouvait qu'être un facteur de déstabilisation et pouvait entraîner une guerre civile. Parce que les tensions étaient à un tel point. On sait que les armes circulent librement dans toute l'Afrique de l'Ouest. On sait qu'il y a des groupes de mercenaires qui se mettent à la disposition de toutes les forces politiques, quel que soit leur projet de société. Et on sait que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est un microcosme de l'Afrique occidentale. Il y a toutes les communautés sont représentées en Côte d'Ivoire. Depuis le Nigeria, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, etc. Et ces communautés-là risquent d'être prises en otage si leurs pays respectifs envoyaient
leur armée pour régler un contentieux électoral. Donc j'ai fait un appel à la sagesse, parce qu'on sait comment les conflits commencent, mais après, regardez le conflit en Irak jusqu'à présent, ça fait 15 ans. L'Afghanistan, depuis combien d'années? Donc, penser qu'on peut arriver dans un pays régler par la force un contentieux électoral, déclencher une guerre pour imposer un candidat, et puis après, on s'en va, tout est terminé. J'ai trouvé que ça, c'était un peu naïf. Et qu'on n'avait vraiment pas besoin d'une autre guerre en Afrique de l'Ouest. Déjà dans les années 80-90, on a eu les conflits du Libéria, on a eu les conflits de la Sierra Leone, avec son lot de morts, de misère, de crimes contre l'humanité, etc. Alors qu'il y avait des solutions en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le dialogue politique. C'est la seule solution à un contentieux électoral. Ce n'est pas la guerre. Donc, ils étaient enclins l'un et l'autre peut-être à faire des déclarations et des demandes qui dépassaient vraiment leur pensée. Quand Ouattara a dit qu'il suffisait de venir chercher Gbagbo et l'emmener et que tout serait réglé, bon, j'ai trouvé que c'était peut-être une solution un peu légère. Quoique, il semble que l'histoire lui ait donné raison, puisque ils ont enlevé Gbagbo et on l'a traduit devant la Cour pénale internationale. Mais à quel coût? Il y a eu 3000 morts. 3000 morts. Est-ce qu'un palais de la République vaut le sacrifice de 3000 compatriotes, surtout des jeunes? Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Surtout s'il y a des possibilités de continuer le dialogue. Donc, je parle de 3000 morts le jour où le palais présidentiel a été attaqué. Je parle uniquement de ça. Je ne parle pas de tous les morts en Côte d'Ivoire avant et après le processus électoral. Ça, on ne saura jamais le vrai nombre de morts. Parce que beaucoup, malheureusement, ont été enterrés sans les rites funéraires, sans enquête des Nations Unies. Bon, espérons qu'un jour, une commission réconciliation indépendante pourra écrire cette page douloureuse de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pas à ma connaissance. Disons que pendant cette période-là, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça a été une première. Mais ce qui a été déroulé avec une telle détermination qu'on pouvait bien voir qu'il ne s'agissait pas uniquement de régler un conflit électoral, mais qu'on était véritablement engagé dans cette opposition entre deux projets de société. Et qu'il fallait, par tous les moyens, écraser le projet alternatif qui était incarné par Laurent Gbagbo. Un projet d'indépendance, un projet de souveraineté, même si il a été obligé de faire toutes sortes de compromis, c'est normal quand on est au pouvoir. Mais ce qui est important, c'est l'idée, parce que l'idée reste et l'idée se propage. Donc il y a eu effectivement moi, à chaque étape, j'ai été surpris. À chaque étape, j'ai été surpris que la communauté internationale vienne à sanctionner des individus qui n'avaient pas reconnu comme président légitime le président Ouattara. Les fonctionnaires qui reconnaissent comme président légitime le président qui a été désigné par la Cour constitutionnelle, mais sont respectueux des lois de leur pays. Et qu'à cause de cela, qu'on les sanctionne au niveau international, qu'on empêche à certains de transférer de l'argent à leurs enfants qui sont étudiants aux États-Unis ou en France, qu'on déclare un boycott sur les médicaments qu'on envoyait en Côte d'Ivoire, qu'on sanctionne les producteurs de cacao, qu'on ordonne aux banques
d'arrêter toutes leurs opérations et de ne pas payer à leurs clients les dépôts qu'ils avaient dans ces banques-là. J'ai trouvé toute cette série de mesures, c'était inédit, parce que peut-être qu'une des mesures avait été déclarée ailleurs, mais la combinaison de toute cette série de mesures, j'ai trouvé ça inédit, et j'ai trouvé que, pour un simple contentieux électoral, que j'ai trouvé que c'était absurde. On était en train de mettre à genoux un pays qui est quand même un champion économique en Afrique de l'Ouest. On était en train de mettre à genoux les habitants de la Côte d'Ivoire, pas seulement les citoyens ivoiriens, mais tous ceux qui habitaient la Côte d'Ivoire, en les frappant au portefeuille et avec toutes sortes de sanctions. Alors, et c'est toujours sur ça que j'insiste, alors qu'il y avait des alternatives. Il y avait la médiation en cours de l'Union africaine qui commençait à faire ses progrès. Ça prend du temps, c'est normal. D'autres alternatives avaient été rejetées, d'accord, on n'en parle pas, mais l'Union africaine était en train de faire son travail. Donc, j'ai trouvé que c'était manquer de respect à l'Union africaine et à l'Afrique de traiter de cette manière méprisante les efforts de l'Union africaine pour trouver une solution à la crise et d'utiliser la violence économique, la violence financière, la violence armée et la violence des mots. Il faut entendre Sarkozy quand il parlait de Gbagbo et de la Côte d'Ivoire. Moi j'étais chaque jour, quand je faisais mes recherches pour essayer de voir là où on allait, j'étais à chaque fois de plus en plus surpris. Non, quand j'ai écrit ça, j'ai tout simplement analysé la politique française, surtout depuis la politique française vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, d'une manière générale, depuis la période Houphouët-Boigny, et l'animosité à laquelle Gbagbo a fait face depuis son élection en 2000. Que ce soit avec Jacques Chirac ou avec Nicolas Sarkozy, il a eu en face de lui un régime qui lui était hostile, même s'il n'a pas véritablement menacé les intérêts français en Côte d'Ivoire. Je crois que, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les régimes français n'ont jamais accepté la posture de Gbagbo, c'est-à-dire une posture de président d'un pays indépendant, d'un pays souverain, et d'un pays qui allait tracer sa voie sans avoir un parrain qui l'accompagne. Il est clair que déjà à Marcoussis, quand on a vu la façon dont le ministre des Affaires étrangères de Villepin et le président Chirac se sont comportés vis-à-vis de Laurent Gbagbo, c'est clair qu'il manquait l'impartialité qu'on aurait attendue. La façon dont les groupes rebelles ont été accueillis autour de la table de négociation en face de l'État était contraire à tout ce qu'on avait vu auparavant en Afrique, où tous les groupes rebelles étaient condamnés, étaient pourchassés, etc. Mais là, les rebelles ont assis une légitimité qui ne venait que du fait qu'ils contrôlaient la moitié du pays par une violence illégale. Donc, quand on parle de la France-Afrique, surtout dans le cadre de la Côte d'Ivoire, ça continue, et ça continue à l'époque, en 2010, à être une réalité. D'autant plus que, du point de vue personnel, il y avait non seulement cette animosité de Sarkozy vis-à-vis de Gbagbo, mais aussi, on dit, cette amitié
entre Sarkozy et Ouattara. En plus des réseaux que l'on connaît, bon, il suffit de lire n'importe quel livre sur la France-Afrique, et ensuite la politique de l'État français lui-même, qui s'est engagé dans ce projet qui, sous certains aspects, était personnel, mais qui s'est engagé dans ce projet, à mon avis, pour ne pas laisser échapper la Côte d'Ivoire du giron français. Oui, les articles que j'ai écrits ont été très largement disséminés. Pas seulement dans le monde francophone et africain, mais ça a été disséminé un peu partout, en Afrique et dans le reste du monde, parce que j'avais des versions en espagnol, ça a été même diffusé en Italie, par un journal italien, etc. Parce que j'estimais qu'on ne pouvait pas laisser cette affaire être réglée par un face-à-face entre la France et la Côte d'Ivoire, qu'il fallait alerter l'opinion publique internationale. Donc évidemment, l'article a fait l'objet de toutes sortes d'attaques dans la presse, parce que l'opinion, surtout dans notre pays, ici au Sénégal, en Côte d'Ivoire, j'imagine, bien entendu, était tellement cristallisée que les gens prenaient position sans véritablement avoir analysé à fond le problème. Pourquoi? Parce que les sources d'information dans nos pays, surtout dans nos pays francophones, y compris concernant d'autres pays d'Afrique francophone, viennent de RFI, de l'agence France Presse, de TV5, Le Monde, Libération. Or, en ce qui concerne la politique africaine de la France, il y a au niveau de la presse française en général un consensus. C'est les mêmes positions qui sont défendues par l'Élysée, par le Quai d'Orsay, par l'agence France Presse, par les organes français. Et la plupart du temps, chez nous, c'est ça nos sources d'information. Malheureusement, donc forcément, ça influe sur la façon dont les gens vont penser, puisque ce qui alimente leur réflexion au jour le jour vient de la même source, c'est-à-dire du Quai d'Orsay, par ensuite le biais des organes de presse français. Donc, l'opinion était cristallisée, et donc l'article a fait l'objet de réactions, même parfois violentes, dans le verbe. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de soulever un point de vue alternatif pour engager un débat. Les insultes, ça ne m'intéresse pas. J'étais plutôt intéressé par des analyses différentes qui réussiraient à me convaincre et à me faire changer d'avis. Tout ce que j'ai lu jusqu'à présent ne m'a pas en aucune manière entraîné à un changement d'avis. Quand j'ai vu l'interview de ce journaliste dans rue 89, où il dit que les intellectuels africains qui ont pris la défense de Gbagbo étaient corrompus et que Pierre Sané a reçu de l'argent de Gbagbo, j'ai immédiatement téléphoné à mon avocat. Et on a entamé une procédure auprès du barreau à Paris. Donc le tribunal va lui demander de soumettre les preuves comme quoi j'ai été corrompu par Laurent Gbagbo. Je tiens à préciser d'ailleurs que je n'ai jamais rencontré Laurent Gbagbo. Je le connais à travers ses écrits et à travers ce que j'en ai lu dans la presse. Par contre, j'ai rencontré Alassane Ouattara quand il était Premier ministre à l'époque et que j'étais secrétaire général d'Amnesty International. J'ai eu à rencontrer Guillaume Soro lors d'une mission officielle quand j'étais à l'UNESCO. Mais Laurent Gbagbo, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, ce n'était pas pour moi une prise de position
personnel pour défendre quelqu'un, mais c'était une prise de position à partir de mon engagement panafricain, à partir de mon engagement socialiste et à partir de ma vision de l'Afrique de demain. Donc c'est ce qui a motivé mes prises de position publiques. Je ne suis pas au courant des différents arguments qui ont été présentés. Donc il est difficile de me faire une opinion là-dessus. Mais je vois quand même que dans l'internationale socialiste, on a exclu le parti de Moubarak, une fois qu'il a perdu le pouvoir, le parti de, comment il s'appelle, l'ancien président de Tunisie, une fois qu'il a perdu le pouvoir. Donc je crois que l'internationale socialiste doit entamer une réflexion en profondeur sur le membership, sur les priorités, sur son fonctionnement, sur les enjeux aujourd'hui, parce que on voit de nouveaux mouvements qui se mettent en branle, tels que Podemos en Espagne, Syriza en Grèce. Mouvements sociaux, l'histoire est en train d'être écrite par ces mouvements-là, et à moins que l'internationale socialiste ne se réinvente, à moins que l'internationale socialiste ne se refonde, l'histoire se fera sans elle. Donc je crois que c'est un exercice indispensable si les socialistes veulent continuer à être au centre des mouvements de résistance face au néolibéralisme, face à cette violence économique qui est imposée aux populations dans le monde entier, et face à toutes sortes de menaces, comme les menaces environnementales, les menaces terroristes, etc. La question qui se pose aux socialistes aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, est-ce que la façon dont nous sommes organisés au niveau national et au niveau international est toujours pertinente pour nous permettre de mener le combat? Rien ne me surprend. Je sais qu'il avait, il n'était pas en très bon terme avec le président Gbagbo, ça c'est connu. D'abord, ils sont dans deux mouvements antagonistes. Wade est un libéral pur et dur, et Gbagbo, quand il a conquis le pouvoir, ils sont arrivés au pouvoir à peu près en même temps. Et c'est pourquoi je parle de ces deux projets pour l'Afrique. Gbagbo incarnait un des projets et Wade incarnait l'autre projet. Donc c'est cet antagonisme-là qui a entraîné Ablaouad à aller au-delà de la courtoisie entre chefs d'État africains. Disons que même si deux chefs d'État n'ont pas la même vision ou ne s'aiment pas personnellement, il y a toujours eu en Afrique une certaine courtoisie entre les chefs d'État. Et Ablaouad, malheureusement, très souvent, a foulé aux pieds cette courtoisie. Et c'est pourquoi il avait d'ailleurs antagonisé beaucoup de chefs d'État africains, pas seulement Laurent Gbagbo. Donc j'ai pas été surpris qu'il lance des accusations contre Gbagbo. Il a lancé des accusations contre le président de la Gambie. C'est pas surprenant de sa part. Donc, mais j'ai pas pris ça au sérieux parce que bon, ça venait de lui et que venant de lui, ça ne m'étonnait pas outre mesure. On l'a dit, mais je pense pas. Je crois que
les Ivoiriens ont eu la sagesse de faire le distinguo entre le président Abdoulaye Wade et puis les Sénégalais d'une manière générale et les Sénégalais résidant en Côte d'Ivoire. Bon, je trouve que c'est bien que des hommes politiques ici se soient élevés contre de telles déclarations. Moi, je n'exerçais pas de fonction politique. Moi, je réagissais plutôt en tant que chercheur, en tant que militant. Donc, je ne voulais pas être dans ces disputes sénégalo-sénégalaises. Mais il y a eu effectivement beaucoup de réactions de la part de gens que je connais, de la part de gens que je ne connais pas. Il y a eu des réactions écrites. Les gens avec qui j'ai parlé, beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, au début, étaient violemment contre les idées que j'avais exprimées. Mais après un certain temps, quand ils ont pris le temps de la réflexion, et surtout quand ils ont été chercher des informations ailleurs que dans la presse nationale, c'est-à-dire donc qui se fait le relais de la presse française, ils ont commencé à dire, bon, ben, peut-être que tu as raison. Moi, je savais bien que ce que j'écrivais n'allait pas changer le cours de l'histoire, c'était programmé. Ouattara devait gagner ces élections-là. Voilà, donc on l'aurait installé, quelles que soient les circonstances. Mais j'écrivais aussi pour l'histoire, j'écrivais pour témoigner. Voilà, j'étais un témoin. Je suis un Africain, témoin de l'histoire africaine contemporaine. Et donc, quand j'ai un sujet que je trouve important, que je dois partager avec mes contemporains, mais également avec les futures générations africaines, donc je le mets par écrit. Bon, mais la preuve, c'est que vous avez eu accès à ces... Voilà, donc ça permet d'avoir, dans des situations comme celle-là, d'essayer au moins de construire, d'avoir un débat constructif. Mais si tout le monde vient avec le même point de vue, on sait très bien que ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. C'est pas blanc ou noir. Voilà, il faut trouver des nuances si on veut avoir une action qui réussisse. C'est un petit institut, je dirais pas de recherche, mais un think tank, c'est-à-dire une boîte à idées. Voilà. Donc, ce que nous souhaitons, c'est mettre en avant des idées qui sortent du consensus mou, consensus politique, consensus économique, et grâce à l'imagination, pouvoir travailler sur des propositions innovantes en matière de politique publique. Qu'il s'agisse de l'intégration régionale, qu'il s'agisse de la décentralisation ou qu'il s'agisse de la coopération sud-sud. C'est les trois territoires sur lesquels on mène une réflexion afin de permettre d'envisager un autre avenir pour l'Afrique plutôt que tout simplement la projection du même, de ce qui existe aujourd'hui. Voilà, donc c'est une contribution modeste à la réflexion et au débat sur l'Afrique d'aujourd'hui et sur l'Afrique que nous voulons dans 50 ans. La bataille, c'est pas seulement une bataille politique, mais c'est aussi une bataille d'opinion. Il faut gagner les opinions publiques, c'est important. Et il y a aujourd'hui quand même une opinion publique africaine dont les États tiennent compte. Et cette opinion publique africaine, il faut l'amener à partager certains points de vue. Et donc, la presse, la gestion de l'information, le soutien à des ONG choisies fait partie aujourd'hui du rapport de force entre les puissances occidentales et les pays africains, et les pays dans le Grand Sud. Donc, il n'y a rien de spontané dans les révolutions qu'on a vues en
Afrique tous ces temps-ci. On sait quelles ONG sont financées par quelles agences, on regarde l'agenda, même si c'est un agenda de démocratie, de droits de l'homme, etc., mais n'empêche que quiconque finance tire les ficelles.